faire une présentation sur un sujet qui est un petit peu plus restreint que celui qui est annoncé dans le programme. Donc, je ne vous parlerai pas des sociétés d'habitation municipales, mais d'une en particulier, parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus au Québec. Il y en a une à Montréal, bien entendu, il y en a une à Québec qui a fusionné avec l'Office municipal, l'Outaouais notamment. Mais il n'y en a pas tant que ça non plus au Québec. Et je vais vous parler de cette société municipale, la SHDM, donc la Société d'habitation et de développement de Montréal, parce que lors de sa création à la fin des années 90, s'est vu confier un programme d'achat, d'acquisition de logements locatifs. Donc un mandat d'intervention dans le marché de l'existant. Ce matin, on disait qu'il y avait différentes avenues complémentaires pour agir face à la crise du logement. Il y a bien entendu la construction, mais il y a aussi cet aspect-là, sur lequel moi je vais m'attarder davantage, qui est les acquisitions, les interventions dans le marché de l'existant, qui constitue bien entendu le gros, en fait, dans des grandes villes, même dans les petites, c'est le gros des logements sont déjà bâtis. Donc c'est aussi dans ce secteur-là qu'il est utile d'intervenir en contexte de crise et de manière générale. Et donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est parler un peu de l'histoire de ces programmes d'acquisition de logements que vous connaissez peut-être, j'espère que on verra. Et surtout pour en identifier quelques éléments de réflexion sur une intervention plus actuelle dans le marché de l'habitation, parce qu'on a entendu ce matin que certaines villes ont recommencé ou envisagent de reproduire des expériences similaires à celle-là, des acquisitions de logements locatifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui dans le contexte actuel? Peut-être deux avertissements, un qui est devenu d'usage grâce à mes prédécesseurs. Moi non plus, je ne suis pas économiste. Moi non plus, je ne suis surtout pas quelqu'un qui est un spécialiste du terrain, comme vous l'êtes sans doute davantage. En ce qui concerne la SHDM en particulier, ça n'a pas été simple de reconstituer cette histoire-là. Elle est fragmentaire, pleine de trous, parce que c'est l'état des documents auxquels j'ai eu accès. Donc, dans les médias, aux archives de la Ville de Montréal, c'est très, très, très fragmentaire. Et à la SHDM elle-même, il n'y avait pas une pratique bien implantée d'archivation des documents. Ça n'a pas été simple et j'essaie depuis quelques semaines. C'est une petite anecdote, là, mais pour vous dire, ça fait plusieurs semaines que j'essaie d'avoir un rendez-vous avec les personnes responsables des archives de la SHDM. Et le rendez-vous, je l'ai obtenu après-demain. C'est pas de grande utilité pour ma présentation d'aujourd'hui, mais donc je vais faire avec. Mais il y a peut-être des gens qui ont beaucoup d'expérience ou qui ont une mémoire plus longue que la mienne, qui pourront compléter certains aspects que je pourrais avoir négligés à partir de mon étude documentaire. Donc voilà, peut-être quelques éléments de contexte. La SHDM a été créée à la fin des années 80 dans un contexte qui était bien particulier et à plusieurs égards assez différent de celui qu'on vit en ce moment. Premièrement, c'est un contexte qu'on qualifiait à l'époque de désinvestissement généralisé des quartiers centraux à Montréal. Donc on faisait face à une pauvreté grandissante, une baisse de revenus des ménages, des taux de chômage qui étaient très élevés. Cet exode des familles vers les banlieues qui n'a pas cessé depuis, mais qui a été compensé par un certain retour au cours des dernières années, mais que le bilan soit toujours négatif. Et surtout, et c'est ça la préoccupation de départ, c'est une dégradation importante du stock résidentiel locatif. Et on s'appuyait sur des études faites par l'INRS à l'époque qui constataient qu'il y avait par exemple 60 000 logements dans le centre des quartiers centraux de Montréal qui nécessitaient des interventions majeures, dont 50 000 étaient jugés dans un état pitoyable. C'est les mots qui étaient réellement employés. Et donc, on s'inquiétait surtout de cette spirale de désinvestissement qui semblait gagner les quartiers, c'est-à-dire que moins on investissait, plus les gens hésitaient à acheter, plus les propriétaires hésitaient à rénover, et plus ça alimentait le désinvestissement et la détérioration du parc de logement. Et aussi, c'est à l'époque, on va y revenir, où les gouvernements ont commencé à se retirer du financement de certains programmes qui étaient beaucoup plus généreux, de financement du logement social, qui étaient beaucoup plus généreux à l'époque que ceux qu'on a eu par la suite. Donc, la société, je viens toujours pour dire la Société d'hypothèque et de logement, mais c'est la société, la SHDM, appelée par son nom plus familier. Elle a été créée en 1988 de la fusion de deux sociétés municipales qui existaient déjà. Donc ça, c'est quand même un élément intéressant à retenir. Donc, une société, la
Société de développement de Montréal, qui était plus axée sur le développement économique, et puis Société municipale d'habitation de Montréal, qui, elle, avait un mandat de gestion d'unités de logement financées de logements sociaux publics financés par le fédéral. Je vais y revenir, mais donc dès le début, ça a teinté le mandat de la SHDM, un mandat de développement économique puis un mandat de développement social. Et donc, dès le départ, bon, ça, je vous ai reproduit les lettres patentes là, qui décrivent la mission de l'organisme. Donc, c'était grosso modo faire des acquisitions, rénovations, construction, location et administration de logements. Donc, c'était dans l'optique qu'on allait lancer des programmes d'acquisition de logements, bien entendu, et offrir des subventions à la construction, à la rénovation, dans tous les secteurs. Donc, pas seulement dans les résidentiels, mais aussi commercial et industriel. Et, fait intéressant, dès le départ, la SHDM n'a pas commencé sa vie avec rien. Elle a hérité d'autour de 2860 unités d'habitation qui venaient de la société d'habitation, la SOM-AM, qui, elle, comme je disais, gérait des immeubles construits grâce à un financement fédéral. Donc, dès le départ aussi, la société a été constituée sous la forme d'une société paramunicipale, c'est-à-dire avec une certaine autonomie dans ses activités et sa gestion, mais avec un conseil d'administration qui était nommé par le comité exécutif de la Ville de Montréal, ce qui est encore le cas aujourd'hui, avec une brève parenthèse autour de 2007, je vais y revenir. Dès le départ, donc, dans cette mission de la SHDM, elle a été articulée autour de 6 grandes activités ou 6 grands objectifs. Celui de la revitalisation des quartiers, donc ils sont liés à ce contexte que je vous présentais tout à l'heure. Revitalisation des quartiers, amélioration des conditions de logement de clientèle économiquement et socialement fragile. Donc il y avait un accent dès le départ qui était mis sur le fait de loger les locataires les plus pauvres. Donc, et c'était clairement fait dans les documents d'origine, on le voit, c'est clairement dit, la priorité est mise sur le fait de fournir des logements qui sont accessibles aux plus pauvres, parce que ces logements-là, même s'ils sont moins chers, ils vont quand même être accessibles pour d'autres aussi si on réussit à en développer suffisamment. Et troisième élément, accroissement de la prise en charge par les résidents de leurs conditions d'habitation. Donc, c'était au centre du mandat initial de la SHDM. Et consolidation, et là, le volet plus économique, donc c'est consolidation résidentielle du centre-ville, mise en valeur de certains terrains en friche et autofinancement maximal. Donc, dès le départ, il y avait cette idée que la société paramunicipale devait générer ses propres revenus, ou presque. On va voir que ça n'a pas toujours été ça. Donc, ces deux mandats, là, développement social et économique, étaient répartis en 3 grandes catégories d'activités. Je vais y aller rapidement parce que ce n'est pas sur ça que je vais insister. La gestion d'actifs commerciaux et institutionnels. Donc, la SHDM était propriétaire du Centre de commerce mondial, par exemple, de certaines maisons de la culture, celle qui est sur Jean Talon, au coin de Boyer encore aujourd'hui. Aussi, donc, de responsable du développement de grands projets immobiliers, le Faubourg Québec, que vous connaissez sans doute, là, qui est pas loin du pont Jacques-Cartier, entre autres. Le développement de Blue Bonnets, ironiquement, c'est où en est le projet aujourd'hui de Blue Bonnets, mais à l'époque, c'était encore l'hippodrome. Mais donc, je pourrais revenir sur cette histoire-là qui n'est pas vraiment pertinente à mon propos aujourd'hui, mais ça a été toute une saga, bien entendu. Et le Centre de commerce mondial, donc la SHDM était non seulement copropriétaire, mais aussi participait à son développement, puis va éventuellement en céder une partie. Et puis le troisième volet, celui qui va m'intéresser un peu plus, c'est celui de ce qu'on appelait les activités dans les quartiers. Donc c'est surtout des activités de type résidentiel. J'y arrive à l'instant. Un petit mot pour vous dire qu'à l'époque, et ça aussi je pense que c'est une chose qui distingue un peu plus le contexte de l'époque de celui d'aujourd'hui, il y avait un fort consensus autour de ces 3 missions-là, de la SHDM, dès le départ, et ce même au sein de la communauté des affaires. J'ai lu des études de la Corpic qui vantaient les mérites de ces programmes dont je vais vous parler d'acquisition de logements sur le marché privé, donc de municipalisation du parc de logement. La première présidente du conseil d'administration de la SHDM était la présidente de la Chambre de commerce de Montréal, qui s'appelait comme ça à l'époque. Donc,
Ça, à mon sens, c'est un élément distinctif de l'époque qui a peut-être aussi rendu possible ce type de programme-là d'une certaine manière, c'est qu'il n'y avait pas cette résistance à laquelle on est parfois confronté dans certains secteurs du milieu des affaires, à l'idée d'une socialisation, d'une intervention plus grande des pouvoirs publics dans le parc de logement. Ces interventions dans les quartiers, elles ont pris plusieurs formes. J'arrive tranquillement, pas vite à mon sujet. Dans un premier temps, je l'ai déjà dit, gestion d'immeubles acquis et rénovés dans le cadre d'un programme fédéral. Son petit nom, c'était l'article 95 de la Loi nationale sur l'habitation. Un programme qui a connu différentes époques, là, mais qui a pris fin au détour des années 80 à peu près. Et qui, grosso modo, c'était financé à 100% par le fédéral, puis le gros de la subvention allait servait à faire baisser le taux d'intérêt qui était donné aux ensembles de logements à 2%. Donc, ça serait de maintenir le taux d'intérêt hypothécaire à 2%, peu importe celui que la banque ou l'institution financière prêteuse exigeait. Et avec ça venaient des subventions d'aide au loyer. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça a donc permis de développer plusieurs unités dont la SHDM a conservé la propriété encore à ce jour, presque 2100 unités. Donc elle est encore gestionnaire, si on veut, plutôt que propriétaire, mais gestionnaire de ces unités. Petite chose, petite parenthèse dans l'histoire de la SHDM aussi, un fonds d'investissement social en habitation. Alors ça a connu une courte vie, mais je venais à le mentionner. La SHDM avait mis sur pied un fonds qui servait à prêter de l'argent à la FHIM, qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, je pense, mais aussi, comment FHM, voilà. Mais donc la Fédération des coopératives de l'île de Montréal, c'est comme ça que ça s'appelait, quelque chose comme ça à l'époque, et qui, elle, faisait des prêts à des sociétés acheteuses pour développer des projets de coop. Donc ça a eu une vie relativement courte, mais donc ça faisait aussi partie du mandat de la SHDM que de faire des prêts comme ça à des sociétés acheteuses dans le domaine du développement du logement communautaire. Et donc, ces deux fameux programmes d'acquisition de logements locatifs auxquels je me suis intéressé un peu plus, il y en a deux, c'est le programme d'acquisition de logements locatifs, le programme PAL, puis le programme PAMAC, qui est un programme d'acquisition de maisons de chambre. Et donc, vous voyez un peu la citation ici, vous donne une idée de l'enthousiasme que ça suscitait au sein du comité exécutif de la ville à l'époque. Outil par excellence pour innover en matière de logement social et de développement des quartiers délaissés par l'entreprise privée. Donc, il y avait vraiment cette idée qu'il fallait réinvestir les quartiers qui avaient été délaissés. Le fameux programme PAL, programme d'acquisition de logements locatifs, qui a été créé en 1988, puis qui a, 1995, la fin, c'est peut-être une exagération aussi, parce que dès 1994, il y a eu un moratoire qui a été décrété sur les nouvelles acquisitions par la nouvelle administration qui venait d'arriver de M. Pierre Bourque. J'y arrive à l'instant. L'idée, le principe général de ce programme-là, c'est que c'était un programme qui était de la ville. Donc, c'est financé, pas entièrement financé par la ville, mais c'est une initiative de la ville et on confiait à la SHDM le mandat d'acheter, de rénover et de gérer des immeubles locatifs dans des quartiers ciblés, donc les quartiers qui étaient particulièrement visés par les problèmes que j'ai identifiés tantôt. Et dans l'objectif du programme, ça n'a pas pu être réalisé dans tous les cas, mais l'objectif, c'était de viabiliser ces immeubles-là. Donc, on les achetait, on les rénovait, puis on les détenait pendant, la SHDM les détenait pendant un certain temps, le temps qu'on paye les travaux de rénovation, qu'on fasse des paiements importants sur le remboursement des prêts hypothécaires, par exemple, puis qu'une fois que ce projet-là était viabilisé, c'est-à-dire qu'il était devenu rendu viable par la diminution des dépenses qui étaient associées, puis qu'on pouvait ensuite le faire vivre seulement avec des loyers abordables ou moins chers, là, on envisageait de confier la gestion dans un premier temps à un OBNL ou une coop, ou carrément de lui céder la propriété. Souvent, ça s'allait dans un deuxième temps. C'était ça un peu le principe de base, c'est qu'on achetait, on absorbait une partie des coûts initiaux, puis une fois que c'était viabilisé, on en cédait la propriété à un organisme communautaire, que ce soit une coop ou un OBNL. Les sources de financement. Le programme a reçu dès le départ une subvention de départ de 10 millions de dollars de la Ville de Montréal.
Évidemment, sa source principale de financement, c'était des emprunts qui étaient garantis par l'actif de la société. Donc, comme je vous ai dit, la société, en étant créée, a hérité de plusieurs, d'autour de 2800, j'ai déjà oublié, mais il me semble que c'était 2800 unités. Donc, hérité d'un actif sur lequel elle pouvait s'appuyer pour donner des garanties pour emprunter pour ses nouvelles opérations d'achat. La ville subventionnait aussi ces acquisitions-là. C'est un système de subvention mensuelle qui était calculé à 25% du prix d'acquisition par logement amorti sur 25 ans. C'est un système de subvention, mais que la SHDM touchait mensuellement parce que c'était, disons, en concordance avec le rythme aussi de ces entrées de revenus qui étaient mensuelles avec les loyers. Les rénovations, elles, étaient entièrement prises en charge par les pouvoirs publics. C'est un programme fédéral, un programme de la SHQ provinciale, et à 90%, mais le reste était pris en charge par un programme municipal. Et à quelques occasions aussi, la SHDM la ville a fait des prêts sans intérêt à la SHDM dans des situations particulières auxquelles je vais arriver souvent. Bon, sur les, grosso modo, 6-7 ans d'existence du programme, on a réussi à faire l'acquisition de 3258 unités résidentielles, dont, là je vous dis, les données que j'ai sont date de 95, donc pas de la fin du programme, mais puis celles pour aujourd'hui sont encore plus difficiles à trouver. Dont les loyers moyens, en tout cas à l'époque, en 95, c'était 400 $. Donc en dollars d'aujourd'hui, j'ai fait le petit calcul tenant compte de l'inflation, ça donnerait autour de 700 $ par année pour un logement moyen. Il y en a de toutes les grandeurs, mais c'était surtout des 3,5, 4,5 dans le SHDM. On a surtout fait des rachats d'immeubles qui, ça j'ai oublié de le dire, mais dans les études qui montraient la détérioration du parc de logement, c'était surtout des immeubles de type walk-up qui étaient les plus détériorés, semble-t-il. Donc des immeubles, plusieurs logements dont l'entrée et les escaliers sont à l'intérieur de l'immeuble, ne sont pas à l'extérieur. C'est ça la définition d'un walk-up. Donc il y avait de toutes les tailles, bien entendu. Parmi les ménages qui étaient logés, c'était essentiellement des ménages à faible revenu, plus de 70% pour la plupart, et aussi des familles, parce que c'était une préoccupation à l'époque de trouver des logements en famille qui ne soient pas en banlieue et qui soient aussi abordables. Et à cette époque-là, en 1996, je pense, la SCHL, cette fois-ci le gouvernement fédéral, a fait une étude sur les retombées économiques du programme PAL dans les quartiers de Montréal, où ils ont fait le constat, en fait, que le programme avait non seulement eu des effets bénéfiques pour les familles qui avaient eu accès à un logement de qualité et à un prix intéressant, mais aussi sur l'ensemble du quartier, dans la mesure où les secteurs qui avaient été particulièrement visés par les interventions de la SHDM étaient ceux aussi où on avait observé une plus forte relance des activités de rénovation. Donc, les secteurs où il y a eu des investissements plus importants qui sont au nombre de 3, cet arrondissement-ci d'ailleurs, Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et Rosemont, Petite-Patrie, étaient les secteurs où on avait remarqué les plus fortes demandes de hausse de permis de construction, de rénovation. Et donc, ça a amené à penser que ce type de programme-là avait des effets aussi structurants sur le marché. Donc, il y avait cette idée que l'intervention publique devait aussi, non seulement servir à loger les gens, mais devait aussi avoir un effet sur le marché avoisinant. Donc, en achetant et en rénovant des logements, on était aussi en mesure de faire bouger le marché lui-même, même si c'était dans le secteur privé. Un petit aperçu en chiffres des réalisations qui s'arrête encore une fois en 1993, je suis désolé. Peut-être qu'un jour, si vous avez des chiffres plus complets, je serais heureux de les voir. Mais, donc ici, vous voyez que les acquisitions, elles ont été concentrées surtout sur 2 années, en 90 et 91. Vous voyez aussi les coûts d'acquisition par immeuble. En fait, non, les coûts d'acquisition totaux pour l'ensemble des immeubles par année. Et il y a cette petite ventilation du coût par porte. Donc, combien ça coûtait à l'époque d'acheter un immeuble par logement? Évidemment, j'ai fait la conversion en dehors de 2023 pour que ce soit moins choquant, mais quand même, on voit que même en dehors de 2023, bon, aujourd'hui, les choses ont bien changé, j'en conviens.
Autre chose sur laquelle je veux insister et qui va, parce que je vais y revenir assez rapidement, mais qu'on est capable d'observer en chiffres ici, c'est qu'entre 89 et 1992, la valeur de l'actif de la SHDM a diminué de moitié. En fait, des actifs résidentiels dont elle s'était portée acquéreur a diminué de moitié en raison d'une crise économique. Donc, j'arrête là-dessus, mais je vais y revenir tantôt. Juste pour vous parler 2 minutes du programme d'acquisition de maisons de chambre qui fonctionnait essentiellement selon les mêmes principes. Donc, on faisait l'acquisition de maisons de chambre, mais dès le début, il était prévu qu'on en cède la gestion à des OBNL, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a grosso modo, mais il n'y a pas grosso modo, je pense qu'il est écrit quelque part, mais mes lunettes ne sont plus assez bonnes. 309 chambres encore aujourd'hui qui sont gérées par des OBNL, mais qui avaient été acquises et rénovées par la SHDM. Et les loyers moyens aujourd'hui, ça je l'ai trouvé, pour une chambre, se situe autour de 643 $. Donc, cette dévaluation dont j'ai parlé tout à l'heure est venue avec une crise économique importante dans les années 90, qui a donc eu un effet, qui a eu un volet immobilier à cette crise et qui a eu un effet sur la valeur d'actifs de la SHDM et qui a fait en sorte que très rapidement, en l'espace de 3 ans, la SHDM s'est retrouvée avec un programme sévère de sous-capitalisation et, comme il est inscrit sur la diapositive, une augmentation du ratio d'endettement, je n'ai pas mis le chiffre, c'est 94 %. Donc son ratio d'endettement est passé à 94 % presque du jour au lendemain ou en l'espace de 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, pour vous donner une indication, le ratio d'endettement de la SHDM est de 15 %. On est passé vraiment à une situation assez critique où la Ville a dû injecter de l'argent dans la société. C'est des 98 millions étalés sur 3 ans. On lui permet de faire face à ses obligations. Donc, à cette époque, crise du logement, ratio augmentation du ratio d'endettement, fin des programmes fédéraux de subvention du logement social. Donc, l'autre volet là, de 95.1 aussi lui prenait fin. Et c'est à ce moment-là que, face à la crise de l'endettement, la nouvelle administration décide de mettre fin à ces programmes d'acquisition, que ce soit des maisons de chambre ou d'immeubles locatifs. C'est à ce moment-là aussi qu'on a décidé de changer un petit peu la vocation de la société pour lui donner un virage qu'on pourrait qualifier de commercial. C'est-à-dire que pour soulager son ratio d'endettement, on a mis sur pied un programme de vente d'actifs. Donc on s'est mis à vendre des immeubles, en priorité à des OBNL, mais quand ce n'était pas possible, on le faisait au privé. Et ces ventes-là se sont poursuivies jusqu'au milieu des années, jusqu'au scandale du Faubourg Contrecœur. Enfin, le scandale... on l'appelle la commission Charbonneau, pardon. Mais ce n'est pas lié nécessairement. Enfin, peu importe. Donc, vente d'actifs et autofinancement. Donc là, ce qui était au départ un souhait est devenu une réalité. On a exigé de la part de la SHDM qu'elle s'autofinance. Et c'est à ce moment-là que, là, c'est dans la couverture médiatique, mais c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître dans l'espace médiatique plusieurs articles de locataires qui se disent victimes de pression aussi pour les augmentations de loyers. Et donc, à ce moment-là, plusieurs locataires rapportent aussi un changement dans les pratiques de gestion, mais qu'on peut comprendre aussi parce qu'il y avait des problèmes de liquidité et donc il a fallu se tourner vers des solutions qui passaient, entre autres, aussi par des augmentations de loyers. Le programme Accès Condo, vous savez ce que c'est parce que ça existe encore, ça a été créé dans les début des années 2000. Et donc, une brève privatisation aussi en 2007. On a privatisé la SHDM, c'est-à-dire qu'on l'a rendu entièrement autonome de la Ville de Montréal, mais ça a été pour une brève durée parce qu'il y a eu le fameux scandale du Faubourg Contrecœur qui venait de la commission Charbonneau et qui était lié justement à des dépenses engagées par la SHDM qui avaient été faites sans l'autorisation de la Ville et sans même l'autorisation du conseil d'administration de la SHDM. Ça, c'est plutôt anecdotique et donc on est revenu au format de la paramunicipale par la suite. Depuis récemment, donc c'est vraiment quelques années, on a renoué à la SHDM avec ce mandat d'acquisition de logements locatifs, notamment avec la stratégie 12 000 logements et plus récemment avec le programme dont M. Doré parlait, le G+. Donc, comme ça, comme vous le savez, la SHDM a reçu le mandat de développer plus de 1000 unités grâce à, en faisant des acquisitions comme
ça s'était fait par le passé. Bon. Quel bilan on peut tirer de cette expérience? Toujours dans cette optique où, puisqu'on semble vouloir renouer avec la pratique des acquisitions dans l'existant, quel bilan on peut tirer de l'expérience? Dans un premier temps, je pense que le bilan qu'on peut en tirer doit tenir compte du fait que le contexte d'aujourd'hui est passablement différent du contexte de l'époque. On pourrait difficilement dire, en tout cas dans les plus grands centres comme Montréal par exemple, qu'on vit une période de désinvestissement des quartiers centraux. C'est plutôt l'inverse, j'aurais envie de dire. Depuis une vingtaine d'années, on est face à une recrudescence de l'investissement qui a été très soutenue et qui a eu donc aussi des conséquences sur le parc de logement, où si la question de la qualité des logements demeure une préoccupation, surtout plus on descend dans le niveau de prix, là, donc moins les logements sont chers, plus la qualité est souvent à l'avenant. La question de la qualité a aussi été, à la question de la qualité qui préoccupait beaucoup les autorités à l'époque, s'est ajoutée celle de la sécurité d'occupation, du droit au maintien dans les lieux, comme on dit en termes juridiques. C'est-à-dire que cette période de grand investissement dans les quartiers s'est accompagnée d'une précarisation importante du statut de locataire. Donc, on le sait, la recrudescence des expulsions en témoigne. Et donc ça, c'est donc aussi une des conséquences du changement de contexte qui est à considérer. Mais la plus importante, je pense, pas que la précédente ne l'était pas, mais disons pour les fins de la discussion aujourd'hui sur la manière dont on pourrait penser des programmes d'acquisition aujourd'hui, c'est que à l'époque, on parlait de l'enjeu d'investir dans des acquisitions de logements locatifs, de les rénover tout en maintenant leur abordabilité. C'est-à-dire qu'il fallait investir de l'argent, mais tout en maintenant les prix bas. Aujourd'hui, dans la majorité des quartiers centraux de Montréal, je ne pense même plus qu'on peut se parler d'abordabilité à maintenir. C'est une abordabilité qui est à rétablir, dans le sens où, on peut en discuter, bien entendu, c'est ouvert à la discussion, mais il y a à peu près plus de secteurs à Montréal où on peut vraiment parler d'abordabilité quand on la compare à la capacité de payer des ménages. Et donc, ça soulève une question assez délicate politiquement. C'est-à-dire, quand on parle de rétablir l'abordabilité, c'est difficile de ne pas aussi parler de baisse des prix, de dévalorisation des actifs résidentiels. Parce que non seulement c'est un problème d'accès au logement, le problème d'abordabilité, mais c'est aussi un problème pour les pouvoirs publics et tous les acteurs qui tentent de créer du logement abordable, parce que cette inabordabilité-là se transforme en coût supplémentaire, comme ça a bien été dit ce matin, qui empêche la capacité de mener, en fait, qui limite la capacité de mener des interventions à grande échelle ou plus ambitieuses, parce qu'on est toujours limité par cette fameuse augmentation des coûts. C'est devenu en quelque sorte un obstacle au développement d'une politique d'abordabilisation. Quand on écrit abordabilité, le correcteur automatique, il refuse. Fait que là, je me suis dit que j'allais écrire, on pourrait parler d'abordabilisation, ça n'existe pas plus, mais... Alors, quand on regarde aussi... il y a une chose qu'on peut constater aussi quand on regarde l'histoire du programme PAL, c'est que un des problèmes qu'il y avait au départ et qui a été exacerbé par la crise des années 90, c'est sa grande exposition au marché. Évidemment, c'était du logement hors marché dans la mesure où on changeait le mode de tenue, c'était de la propriété publique, de la propriété communautaire. On subventionnait dans quelques cas les loyers pour les maintenir à des prix différents de ceux du marché ou adaptés à la capacité de payer. Mais le mode de financement, lui, qui reposait exclusivement, ou en tout cas, pas exclusivement, j'ai dit le contraire tout à l'heure, mais presque 90% sur des emprunts bancaires, lui, était directement connecté au marché. Et c'est ça qui a fait en sorte qui a rendu la société vulnérable dans un contexte qui serait difficile à imaginer aujourd'hui, une dévaluation aussi importante du parc de logement, mais qui s'est néanmoins produit et face à laquelle on n'est pas nécessairement à l'abri aujourd'hui non plus, je pense. Sans être catastrophiste non plus, je ne suis pas non plus
devint. Mais, et donc, c'est donc une exposition au marché qui est devenue un obstacle à la possibilité même de maintenir ce programme-là, puis aussi à sa propre diffusion, qui a aussi des impacts sur la capacité, qui a eu des impacts sur la capacité de la société à maintenir des interventions qui avaient une vocation structurante pour les secteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la capacité de continuer d'acheter des logements qu'on a limité, c'est aussi la capacité de la société d'agir dans les quartiers sur les dynamiques du marché lui-même. Et évidemment, ça s'est traduit par des pressions sur les organismes gestionnaires qui étaient, évidemment, puis ça, je ne le nie pas, étaient exposés à des pressions financières qui se sont traduites, bien entendu, aussi sur le niveau des loyers. Et, bon, aujourd'hui, ça, je l'ai mis comme ça, parce que l'exposition au marché, aujourd'hui, elle prend une autre forme qui est celle de la hausse des coûts de construction, mais ça, je pourrais revenir dans la discussion, parce que ça me ferait faire un détour. Que j'ai-tu encore du temps? 3 minutes, parfait. Je m'excuse, c'est peut-être un peu long. Bon, je pense que, enfin, à mon avis, c'est donc difficile. À mon avis, il m'apparaît difficile de parler d'un rétablissement de l'abordabilité sans que ça passe par une intervention directe des pouvoirs publics qui, jusqu'ici, ont été les seuls à disposer des moyens et des ressources pour agir de manière autonome vis-à-vis du marché. Bon, comment agir sur les prix de manière autonome vis-à-vis du marché dans le contexte d'aujourd'hui? La question n'est pas simple, je le reconnais. Il y a la voie qui a été évoquée un peu ce matin aussi, mais qui serait un peu draconienne et peut-être pas très socialement acceptable, qui serait celle d'imposer un nouveau niveau des prix. On risque de faire traiter d'autoritaire. Je vais passer à une autre solution. Mais néanmoins, il y a cette solution-là, mais l'autre alternative n'est pas nécessairement dénuée de contradictions dans la mesure où l'autre alternative, on la connaît déjà, c'est de faire absorber par les pouvoirs publics la dévaluation des actifs immobiliers. Et ça, jusqu'ici, ça s'est fait dans la majorité des programmes de logements sociaux, c'est-à-dire que c'est collectivement, grâce à des subventions, qu'on absorbe le coût de marché des terrains et des bâtiments, puis qu'on permet finalement de sauvegarder le patrimoine des individus ou des entreprises qui vendent ces terrains-là. La façon de compenser peut-être le problème de justice sociale que ça peut poser, ce serait peut-être, comme ça a été mentionné ce matin, d'imposer de manière plus vigoureuse le gain en capital. On se trouverait à récupérer ce que finalement on a absorbé de cette manière-là. Mais donc, absorber les pertes de valeur, ça existe déjà. La Ville le fait un peu en ce moment avec son annonce la semaine dernière aussi de mettre à la disposition des terrains. Mais comme l'intervenant précédent le soulignait, les terrains, les municipalités ont presque plus de réserve foncière. Donc ça pose la question dans quelles conditions on fait des acquisitions de terrains aujourd'hui au prix actuel de marché. Bien, encore là, il y a l'option des subventions qui était celle privilégiée par les pouvoirs publics jusqu'ici. Mais il y a celle aussi, et ça c'était pas planifié, que proposait Marie-Sophie ce matin aussi, de prêts directs de la Ville, sans intérêt ou à très faible taux d'intérêt, mais qui, parce qu'ils sont sur le long terme, ne sont pas calculés, qui ne dépendent pas de revenus élevés qui permettent de libérer une valeur marchande ou une équité qui est disponible, mais qui est calculée sur des revenus réels anticipés de loyers qu'on maintient volontairement très bas. Donc, très en deux. Bref, discuter longtemps, c'est quoi la mesure d'abordabilité, mais donc, l'idée, ce serait d'absorber ça, mais par des prêts qui se finissent par se rembourser aussi pour les pouvoirs publics, pour les pouvoirs publics, au bout d'un certain temps qui peut être long. Et là, je vais terminer là-dessus, parce que j'ai plus de temps. Mais c'est pas grave, parce que j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, autrement que de poser une question. On peut effectivement viser la dévalorisation des actifs immobiliers. En fait, le rétablissement de l'abordabilité, ça pose aussi une question, celle de la juste valeur des terrains.
Donc, il y a des méthodes pour la calculer, mais aussi, on peut aussi socialement et politiquement se poser la question à quelle valeur il est juste d'acquérir des terrains à des fins d'utilité publique. Il y a bien entendu l'exemple du garagiste, mais il y a l'exemple aussi du promoteur qui a vendu son terrain à Northvolt. Il y a aussi entre les deux différents cas de figure, et puis la question de quel est le juste prix, la juste valeur marchande. On a de l'espace, je pense, comme société pour se la poser, et que ça a une influence directe sur la capacité, après, des pouvoirs publics d'agir de manière efficace dans le marché du logement.